Donc, bonjour, donc moi je m'appelle David Gachet et je suis enseignant au pôle numérique. Alors quand on m'a donné le sujet transition, tout de suite en tant qu'enseignant, je me suis dit, ben oui, ça coulait de source, j'allais parler de transition, mais transition pédagogique. Mais le problème, c'était le mot transition, j'arrivais pas à le définir. Alors j'ai regardé dans un dictionnaire, qu'est-ce qu'on dit un dictionnaire? C'est un état, c'est un degré intermédiaire, c'est un passage entre deux états, deux situations, un passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Mais je trouvais que ce n'était pas assez riche. Et je me suis dit, il faudrait peut-être trouver des métaphores, des images qui vont me permettre d'enrichir un peu ce concept. Et donc je me suis dit, comme je suis biologiste, les transitions en sciences de la nature, c'est peut-être là le plus intéressant. Alors que nous enseigne la nature sur la notion de transition? Quelles leçons tirer des exemples de la nature, que ce soit en biologie, en géologie, en chimie, mais aussi en biochimie? Et donc je vais commencer par vous donner un exemple en biologie. Alors, je ne sais pas, vous connaissez peut-être les insectes diptères, et en particulier une famille qui s'appelle les moustiques. Ils sont bien connus sous nos latitudes. Et là, on a une croissance discontinue, un œuf qui devient une larve, une pupe, puis après un adulte. Et chaque transition va provoquer des transformations, des métamorphoses, on dira même. Et c'est justement grâce à cela que ces animaux ont pu coloniser des différents milieux. Alors maintenant, je prends un autre exemple. La croissance qui est continue, c'est le cas des mammifères, et en particulier des humains, où là, la plus grande transformation, c'est le passage de l'enfant à l'adulte avec la maturation sexuelle. Donc la puberté, c'est à la fois une transition somatique, transformation du corps, c'est des transformations hormonales, métaboliques et psychologiques, et elle dure 3 à 4 ans. En fait, chez les humains, c'est devenu une période de crise. Mais historiquement, par exemple, à l'âge pré-industriel, l'adolescence n'existait pas. À l'âge industriel, les parents emmenaient les enfants à l'entreprise et c'est eux qui travaillaient. Et c'est à partir de l'apparition de l'école qu'est apparue en fait l'adolescence. Alors reprenons un autre exemple maintenant. En géologie, il y a une zone qui s'appelle la CCD. C'est une zone de transition au fond des mers où, au-dessus de cette zone, on a des coquilles qui sont en calcaire. Et en dessous de cette zone, le calcaire se dissout complètement. Il ne reste plus que de la silice qui est présente. Et ça, c'est une zone irréversible et due aussi à la pression et la température dans le milieu. Et puis, je ne pouvais pas ne pas parler des périodes géologiques. Vous connaissez tous la période Crétacé-Tertiaire, la disparition des dinosaures. C'était une crise biologique très fondamentale et qui a permis l'apparition des mammifères, des oiseaux et des lézards. Dans cette crise, disparition, apparition. Et puis, en chimie, en fait, quand on fait une réaction chimique, il y a toujours ce qu'on appelle un état de transition, c'est-à-dire qu'on a un produit de départ et puis on a un produit final. Et cet état de transition, il demande en fait ce qu'on appelle une énergie, et c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation de la réaction chimique. Et malheureusement, dans notre corps, eh bien, on a trouvé un système qui permet de diminuer cette énergie de transition, de transformation. C'est dû aux enzymes. Et les enzymes vont former ce qu'on appelle des complexes entre les molécules de départ, et elles vont permettre la transformation chimique beaucoup plus facilement avec moins d'énergie. Et puis un dernier exemple que je voulais vous parler, c'est en biologie humaine. Vous connaissez peut-être l'IRM. Et l'IRM, elle repose sur quoi? Elle repose aussi sur un état de transition que l'on fait subir aux électrons. Et en leur faisant subir ce mouvement, au niveau de ce qu'on appelle le mouvement de spin, on arrive à réaliser une image. Alors vous allez me dire, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? La transition, c'est à la fois une métamorphose, c'est un atout pour l'évolution, c'est un bouleversement, c'est une crise. On voit aussi qu'il y a des extinctions qui sont liées aux transitions. C'est souvent des phénomènes irréversibles, liés à des facteurs de l'environnement. Ça demande aussi de l'énergie, ça peut être catalysé et ça peut donner une autre image. Et la pédagogie dans tout ça, vous allez me dire. Vous savez que la pédagogie, c'est un petit peu, rapidement, c'est les relations qui existent entre l'enseignant, le savoir et l'apprenant. À l'Antiquité, pour revenir un petit peu en arrière, le pédagogue, c'était l'esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, qui portait ses affaires et qui l'aidait à faire ses devoirs. Et puis, pendant longtemps, eh bien, comme Christophe avait utilisé cette image-là, eh bien, on avait quoi? On avait l'école, là c'était une image d'université au Moyen-Âge, on avait l'enseignant, le pédagogue qui était là, et en randonnions devant lui les élèves. Et on s'aperçoit que jusqu'il n'y a pas longtemps, on avait encore ces randonnions, et encore aujourd'hui, on a cela. Et puis, il y a les facteurs de l'environnement. Les facteurs de l'environnement, ils vont influencer, justement, ils vont interagir. Et là, je vous ai mis un peu un repère historique de toutes les transformations qui ont eu lieu, surtout au niveau de l'informatique, d'électronique. Et on voit toutes les transformations qui se sont faites à peu près en tout en 50 ans,
En 50 ans, on a eu un bouleversement. Et ce bouleversement va transformer justement la relation pédagogique. C'est-à-dire qu'il est apparu un nouvel élément qui s'appelle les instruments. Les instruments ont pris toute leur place et on ne parle plus maintenant de triangle pédagogique, mais on parle de carré pédagogique. Et aussi, on sait, c'est que l'enseignement a perdu une partie de sa valeur, c'est-à-dire qu'il n'est plus le détenteur du savoir. Et puis, il y a un nouvel acteur qui est apparu, c'est le groupe. Maintenant, on a ce qu'on appelle le tétraèdre pédagogique, où à côté de l'enseignant, du savoir, de l'apprenant, on a aussi les instruments, les supports de médiation, et puis on a le groupe qui va être aussi un catalyseur du changement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cette transition, il y a une métamorphose. L'enseignant n'est plus face à tous les élèves, mais il est à côté des élèves, il va travailler avec eux, et ça va aussi modifier les espaces de travail. Là, vous avez une photo d'une salle que l'on a ici à l'ESP qui s'appelle le Farenati, et qui est une salle complètement transformée. Alors, et ce phénomène est-il irréversible? Est-ce que le changement de position de l'enseignant, elle va aller de manière irréversible? Ben, je pense peut-être que oui. Et comme pour le cas de la crise biologique crétacé-tertiaire, eh bien peut-être que les enseignants près du bureau seront peut-être une espèce en voie d'extinction. Et tout compte fait, ce qu'on peut voir, et ce que l'ont dit aussi les autres avant moi, c'est que le métier d'enseignant est constamment à réinventer. Et la difficulté de l'enseignement, c'est comme dans le Péchakucha, c'est la vitesse des transitions. Et je finirai sur cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, « Donnez le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne ».